Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle Podcast. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour une émission avec un gros sujet. Et pour faire cette émission, j'ai un nouvel invité. Vous le découvrez cette semaine dans La Bulle Podcast. Il s'agit de mon ami, mon vieil ami d'enfance que je connais depuis plus de 10 ans. Il est étudiant en master en histoire du cinéma. Hugo, bienvenue chez La Bulle. Bah, merci à toi, merci à vous tous de nous écouter et ben, on espère qu'on va vous faire ça bien, quoi. Voilà. Ouais, on va vous faire ça bien, on vous a prévu. Voilà, on avait l'habitude un peu des émissions freestyle ces dernières semaines. Là, on est vraiment sur un sujet, une vraie thématique, voilà, qui nous tenait à cœur. On a vu cette semaine l'histoire de Souleymane de Boris Lochkin. Avant ça, on a vu aussi du cinéma iranien. On vous en a parlé sur la bulle, sur les réseaux sociaux avec Tatami, les graines du figuier sauvage. Et en fait, ça nous a inspiré une thématique, un sujet qui nous tient à cœur et sur laquelle je sens que Hugo va pouvoir nous faire et nous parler un peu de toute sa culture cinématographique. Voilà, on a voulu parler du cinéma en 2024 qui met en scène des drames sociaux, souvent inspirés de faits réels, comme c'est le cas de l'histoire de Suleiman, et qui dénonce certains pans de la société actuelle. Donc, on va d'abord parler, et en grande partie, des 3-4 films de 2024, mais on va aussi pouvoir parler et un peu faire une rétrospective dans l'histoire du cinéma de comment, en fait, ces thématiques sont traitées depuis, voilà, tu vas nous parler de cinéma soviétique aussi, il me semble, Hugo. Oui, on va partir au Japon aussi, on peut même partir aux États-Unis, enfin, on est là pour, visiter En aujourd'hui. tout cas, on va commencer en France avec du coup cette histoire de Souleymane qui est sortie ce mois-ci au mois d'octobre. Ça parle des politiques migratoires. Il y avait eu au tout début de l'année, au mois de janvier, le film Io Capitano de Matteo Garrone qui, pareil, est sur la même thématique. Parle-nous un peu des intentions de ces deux films. Tu les as vus cette semaine. On va commencer avec celui qui est en salle. Alors donc pour, l'histoire de Souleymane, c'est inspiré d'un fait réel, d'un migrant tout simplement, d'origine, guinéenne et qui arrive Mhm. en France et qui est, donc, livreur Uber Eats et on suit son parcours, au sein de la société, française. Lui qui est en demande de papiers et on voit justement, ce qui est très intéressant, c'est que ses rapports avec, les personnes, originaires de son pays, ses rapports avec, Uber Eats et également, ses rapports avec, la juridiction française. Donc il y a beaucoup de rapports de force, en fait, qui sont, intégrés dans ce film et il y a un peu une allure de thriller, en fait. C'est qu'on suit sa course effrénée au rythme de son vélo Mhm. et voilà et on voit justement la difficulté de son parcours et c'est pour moi, c'est un film qui est très complet parce qu'on voit justement les systèmes d'oppression qu'il vit à tous les niveaux, que ce soit, de par ses pairs, par, des multinationales comme Uber Eats ou par, les institutions, du coup administratives, françaises. C'est un film qui fait pas mal de bruit, notamment voilà, du bouche à oreille depuis le Festival de Cannes où il avait été présenté. Toi, là, depuis que tu l'as vu, pourquoi tu as l'impression que c'est un film qui est vraiment important, qui fait partie des films importants du cinéma français de cette année? Bah, pour moi, il est important, c'est parce qu'il a une dimension politique qui est assumée, par le réalisateur et il contrecarre pas mal les discours qu'on voit sur les plateaux, télévisés notamment. Enfin, je citerai pas Hmm. forcément de chaînes télé, voilà, Mais vous je veux les pas de avez problème reconnus. d'entrée. Mais voilà, je pense que vous les avez reconnus et je trouve que c'est intéressant, voilà, c'est un peu nous, ce qu'on appelle en histoire, faire l'histoire par le bas. C'est, prendre des témoignages donc de personnes qui vivent réellement la situation et pas, de personnes donc extérieures qui se permettent de faire, des jugements de valeur, pour certains et donc là, avoir une histoire, on va dire, au plus proche de la réalité, un film qui a une allure de documentaire, c'est ça que je trouve très intéressant Ouais. et justement, c'est, le fait qu'il soit, en opposition avec, les discours, sur, petit écran, justement. Il y a une volonté, ouais, moi je trouve, dans ce film de sensibiliser, pas que par rapport à la politique, mais en fait directement par rapport à nous, comment on consomme, voilà, à l'heure où
les championnats de sport, les plateformes. On est, à l'ère des paris sportifs et des plateformes de livraison en ligne, où on nous pousse à consommer, à consommer. Derrière, on nous montre un peu qui sont les personnes que l'on voit, 15 secondes sur le palier de notre porte et quelles sont un peu toutes leurs histoires. Et il y a un écho aussi avec du coup, bah, toute la politique actuelle qu'il y a en France, où, la montée de l'extrême droite, où on nous parle de plans anti-immigration et qu'en fait derrière on déshumanise, toutes ces personnes-là avec juste ce mot immigration, immigration. Derrière, il y a des immigrations, on le voit, hein, il y a des guerres un peu partout dans le monde. Là, c'est de l'immigration, c'est pas, une demande d'asile ou, quelqu'un qui va fuir la guerre, mais l'histoire, elle est tout aussi, importante. Voilà, le gars a ses raisons et derrière, ça nous montre vraiment de je pense qu'il y a une volonté d'humaniser chaque être humain et de dire: «Les gars, ben, avant de parler de plan anti-immigration, regardez quelles sont les histoires et comment ces personnes arrivent en France» et je suis sûr que si vous mettez 2 secondes à leur place, vous arriverez et vous irez les aider. Il faut juste, en fait, raconter ces histoires et je pense que c'est vraiment ce qui a été très bien fait, dans ce film. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Justement, c'est que ça a permis, à des gens, voilà, qui, n'avaient pas toutes ces éléments en main, qui voyaient cette situation de loin. Bon, bah, là, au final, ça reste quand même un film, mais il y a une proximité directement qui s'est initiée entre eux et les personnes justement qui viennent en France par, enfin, comme tu l'as dit, pas forcément pour la guerre, mais justement pour aspirer à des Mmh. conditions meilleures et c'est par aussi, l'Europe qui reflète ça, qui leur donne l'illusion, d'un meilleur futur et c'est vrai que c'est très intéressant comme tu disais justement sur, les gens qui utilisent ces plateformes-là, Uber Eats, de comprendre en fait, derrière la personne qui leur tend le sac, quel est son background, tu vois? Et Ouais. c'est là où le film est très, très fort, c'est que quelqu'un qui est complètement extérieur à cette situation-là, il va se reconnaître justement parce que lui, il va chercher, sa nourriture, enfin plutôt il se la fait livrer justement en l'occurrence et là il va comprendre que derrière cette simple livraison, en fait, il y a des enjeux bien plus importants. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur ce film avant qu'on parle du, entre guillemets, «spin-off», de l'histoire de Mmh. Souleymane? Non, globalement, toi, même pour, revenir sur un point de vue cinématographique, le film vaut vraiment le détour? Si on parle tu me parles de façon purement visuelle Ouais, alors sans purement visuel, si, le fond, la forme, le scénario, enfin voilà, on est en train de faire une émission très, avec voilà un vrai sujet et on va rallier plusieurs films à ce sujet. Mais pour inciter les gens à aller voir, ce film, qu'est-ce que tu leur dirais? bah, moi, je leur dirais que justement, en fait, en parlant de cette histoire d'un seul migrant, ça fait écho à bien d'autres histoires parce que dans ce film, on voit aussi que sur les foyers d'hébergement, tu vois? Et les foyers Mmh. d'hébergement ne sont pas forcément uniquement destinés à des gens, d'Afrique subsaharienne qui, Mmh. arrivent en France et on voit justement dans ce foyer des gens, issus, Des Européens? d'immigration voilà, des Européens, des gens issus, d'immigration du Maghreb et donc on voit, justement que toutes ces, personnes, là, voilà, vivent des problématiques, similaires et voilà, je trouve que c'est très bien lié et aussi avec l'utilisation de l'omniprésence des couleurs froides dans le film, Mmh. je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voilà et le film est beaucoup dans la nuit et cette ambiance nocturne, on a l'impression en fait qu'il est un peu dans les abysses justement et je trouve que ça, c'est quand même très réussi. Ouais, il y a ça pour moi, on c'est ça veut montrer aussi les invisibles, en fait, de notre société. C'est que tout se passe dans la Exactement. nuit, dans le froid et tout. C'est vraiment, une espèce de métaphore pour montrer ces gens que l'on voit tous les jours, mais qui nous semblent invisibles. Alors on voit pas beaucoup de sans domicile fixe dans le film. C'est plutôt, voilà, ces personnes issues de l'immigration qu'on va, mettre dans ces centres sociaux qui, dès l'aube, en fait et dès l'ouverture, ils se mettent tous un réveil pour de nouveau réserver et ça aussi je trouve il y a une côté très réel en fait, on nous montre vraiment tous les détails de comment en fait vivent ces gens. Alors oui, ils ont accès à la douche, mais il faut voir en fait dans quel contexte et ils sont 50 à faire la queue pour une douche d'une minute et puis Mmh. dès l'ouverture, du centre d'appel à 6 heures du matin, il y a
tous les premiers en fait arrivés, premiers servis en fait. Et si tu loupes ton réveil ou que tu veux faire grasse mat, t'es pas sûr de d'avoir un endroit où dormir le soir. On va passer du coup à une fois que je suis sorti en fait de cette séance avant-hier ou avant-avant-hier, je t'ai dit, ouais, ok, faut que tu vois Io Capitano, c'est un des films qui m'avait marqué en début d'année. J'avais beaucoup aimé ce film de Matteo Garrone, qui, si jamais voilà vous voulez faire un parallèle, et moi il y avait une scène qui m'a marqué aussi dans le film que je trouvais voilà qui montre un peu la patte de ce réalisateur qui a réalisé aussi le Pinocchio de Amazon Prime, qui est d'ailleurs un bon film, je trouve. Mais il y a toute une partie un peu fantasy, science-fiction, du rêve, etc., qui est mis en scène à un moment donné avec les esprits qui accompagnent le personnage et le migrant dans Yo Capitano. C'est un film qui, lui, se déroule vraiment en Afrique et qui va suivre le parcours d'un migrant et de son ami qui veulent rejoindre l'Italie. Tu as vu ce film? Est-ce que voilà, je sais que tu es plus mesuré par rapport à celui-là. Pourquoi, pour toi, il n'est pas aussi parfait que peut l'être sous l'histoire de Suleiman? Alors, en fait, le film en lui-même est très bien dans ce qu'il raconte. C'est juste que pour moi, en fait, il n'est pas assez complet, il ne va pas assez loin et c'est ce que je reprochais justement au réalisateur, c'est que, à la différence de l'histoire de Souleymane, où c'est un réalisateur français qui parle de la situation française avec Ouais. justement, bah, des protagonistes, français, que ça soit, bah, dans les administrations, la police aussi qui est décriée, où il se moque de Mmh. de de Souleymane. Il y a quand même un examen de conscience et cet examen de conscience, je le retrouve pas dans Io Capitano qui, donc je le rappelle, est un film italien et Oui. la traversée, en fait, elle commence du Sénégal et elle s'arrête aux portes de l'Italie et Mmh. je trouve ça bien dommage, dans un pays où c'est Giorgia Meloni qui est au pouvoir, donc c'est l'extrême droite, avec des mesures anti-migratoires, en permanence, où on empêche, pardon, les ONG de venir à leur secours. Il y a des accords avec, des pays comme l'Albanie pour faciliter, justement, heu le déplacement des migrants vers ces pays-là. Il y a, enfin ils bafouent, le droit international. Ils font tout justement, pour les démotiver également de venir et le problème du racisme ambiant en Italie, qu'on retrouve, bah, dans des stades de foot comme, on retrouve dans la rue, un peu partout et ça, je trouve que c'est bien dommage qu'il n'ait pas mis ça, en relief, alors que c'est quand même quelqu'un justement qui a écrit, enfin pardon, qui a réalisé, un film sur la Gomorra, donc il n'a Oui. pas eu peur de s'attaquer à la mafia italienne et je trouve que, pour quelqu'un qui a eu ce panache-là, c'est quand même dommage de ne pas parler de la situation migratoire dans son pays et De comme l'arrêter je à ses l'avais frontières, ouais. exactement. C'est que c'est très bien justement de dénoncer, le traitement inhumain en Libye, enfin, où là, on parle carrément de crimes contre l'humanité Oui, oui. et complètement occulter la situation italienne où au final, à la fin du film, ils arrivent en Italie, enfin voilà, on a l'impression que pour lui, ça a été, enfin que c'est une libération d'arriver en Italie alors qu'en fait, il y a justement un peu l'histoire de Souleymane qui arrive après. C'est que Mmh. c'est pas l'Eldorado, italien, qui fait que, bah, tout se passe bien. On arrive en Mmh. Italie, c'est la fin du voyage. Non, il y a une deuxième partie, dure qui commence. Et alors de ça, je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a un film, qui a, on va dire, plus courageux, côté, cinéma français que cinéma italien. Même si je pense que l'objectif de base et peut-être en prenant moins de risques du côté de Matteo Garrone, c'est quand même de raconter et de humaniser, on y revient, ces migrants, d'origine africaine qui débarquent, en Europe. Et c'est pour ça que je trouve que l'un et l'autre qui sortent à 6-8 mois d'intervalle se complètent énormément et font à peu près une seule et même œuvre qui nous permet de voir en fait le chemin que peut avoir quelqu'un dont on lui vend un Eldorado en Europe, toutes les étapes voilà où il va mettre sans cesse sa vie en danger, tout ce qu'on voit en fait dans Io Capitano, voilà la perte de dignité, la perte de proches, la torture, voilà, le passage en mer, tout ça, en fait, finalement, est vraiment très, très bien mis en scène. Et ensuite, on arrive
en Europe où là, en fait, ton, paradis se transforme pas en cauchemar, mais en tout cas tu t'attends pas à autant être mis en danger, autant être, invisible dans cette Europe et du coup, ces 2 œuvres-là qui sortent, à 10 mois d'intervalle dans, le prisme de 2024, tu penses que c'est quelque chose sur lequel, on doit s'appuyer nous, socialement? Tu content que ces films-là soient reconnus? Je crois que pour Yo Capitano, c'était dans la sélection des Oscars de l'année dernière, il me semble même. Donc c'est des films Mmh. qui ont l'ambition de faire changer un peu les consciences de la société, pas seulement des politiques, mais déjà de nous, des personnes. Toi, voilà, comment tu vois ces 2 films en 2024? Bah, j'ai envie de te dire que c'est qu'ils arrivent même presque trop tard, en fait. C'est bien qu'ils soient présents là, maintenant, Mmh. mais enfin, c'est quand même une situation où, justement enfin, pour reprendre la montée d'extrême droite, elle n'est pas d'hier et je pense que des films comme ça auraient fait, du bien dès le début des années 2000, voire même encore avant, enfin, si on veut être encore plus avant-gardiste Mmh. et donc bah, je suis content que ces films-là sortent en salle, mais j'aurais aimé que leur sortie soit prématurée, si tu veux. Il y a d'autres, films peut-être qui sont dans un contexte encore et là plutôt, important encore aujourd'hui, c'est les films, iraniens. Alors ils sont pas tous iraniens, mais ils sont de réalisateurs iraniens. On va parler des 2 très récents, là du fin du mois d'août, début du mois de septembre. C'était Tatami de la réalisatrice iranienne Zar Amir Ebrahimi, qui raconte son histoire, mais également en fait, c'est un espèce de inspiré de faits réels, mais de plusieurs histoires d'athlètes, féminines iraniennes qui se sont vues, en fait, auto-sabotées par, leur propre fédération et ensuite, on a le film Les graines du figuier sauvage qui, lui, pour le coup, est produit en Allemagne puisque, le réalisateur, a fui, en fait, le pays pour faire ce film. Ça, ce sont des films qui vont parler de liberté de la femme, d'émancipation qui est encore un sujet très présent et dont en fait, on essaye, l'Europe, le monde entier essaye un peu de bouger ça, même si, l'Iran demeure être l'un des pires pays en termes de, liberté, de la femme. Oui, bah, ça c'est vrai que c'est des films, à saluer parce que, ça s'inscrit dans le mouvement de libération de la femme. C'était en 2020, si je me souviens bien, justement les émeutes, qui sont, bah, justement très retranscrites dans le film. Après je sais pas justement dans quelle dimension je peux spoiler le film, ou non, si je peux, Vas-y, vas-y, enfin ouais. Et donc en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'on voit justement avec la figure du père, enfin le père qui représente le patriarcat et toute la deuxième partie du film où justement il y a ce patriarcat qui est complètement dans l'oppression vraiment, directe. C'est qu'on part dans une première partie du film avec, les manifestations, les femmes qui commencent à se soulever et même les étudiants de manière plus générale iranienne à une mmh deuxième partie du film où c'est vraiment au sein de la famille, où en fait la focale est rétrécie. On est dans la famille avec justement la figure du père qui terrorise littéralement, les femmes, que ce soit sa femme ou ses filles et mh. où ça finit carrément, en course-poursuite, enfin justement, où il y a de façon très concrète, il y a cette oppression-là avec, le père qui essaye de les brutaliser, voire de les tuer et la scène finale où on voit justement une inversion des rapports de force. Donc c'est en ça que le film est très intéressant, c'est qu'on part d'un société vraiment, enfin d'un sujet pardon, un sujet de société, heu, qui concerne toutes les femmes, iraniennes, avec ces manifestations-là, à justement au sein de la famille, ce qui concerne encore une fois toutes les femmes, iraniennes, mais là on voit vraiment genre dans l'intimité. On part du global jusque dans l'intimité et sauf qu'en fait, c'est cette intimité qu'on retrouve dans une majorité de ces familles-là. C'est ça que je trouve intéressant avec, la progression de ce film. De la graine du figuier sauvage. Voilà. Pour Tatami, il est question en fait,
comment en fait on peut être inspiré en fait d'inspiration et d'une femme sportive qui commence à réussir. Ça pose problème, pour le gouvernement iranien qui ne veut pas et surtout pas en faire des modèles de réussite pour, inspirer, les jeunes filles, du pays. Donc en fait, il va d'une compétition de judo, c'est un huis clos en fait le film, on n'en sort quasiment jamais, voire jamais, il me semble. Et en fait, au fur et à mesure de la compétition, la judokate en question va réussir à passer, 1-2 tours et puis ensuite, elle va subir la pression, au sein du huis clos parce que ça va être par des appels téléphoniques, ça va être par sa coach, sa propre coach qui la suit depuis des années, ça va être par des personnes qui sont infiltrées à l'intérieur du dojo que, cette judokate va subir la pression de: «Fais semblant, abandonne parce que, voilà, tu ne peux pas gagner, le gouvernement refuse que tu ailles plus loin» et là, en fait, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez, c'est comme un thriller. J'ai l'impression aussi qu'on est dans une espèce de rouleau compresseur à l'histoire de Souleymane. C'est un peu ce genre de réalisation où en fait, voilà, sur un prisme de 2 heures, on va être, complètement, submergé, on va subir la pression, avec les points aussi, cinématographiquement, on ressent bien la pression, sur le dos de la judokate et voilà et c'est des thématiques qui, moi, me semblent, vraiment importantes et qui sont à saluer et que ces films-là, traversent, en fait, les frontières. C'est vraiment quelque chose, moi, je trouve tu vas me dire pas de si nouveau que ça parce que tu vas me parler ensuite de, certains films et tout, mais quand même que ces films-là arrivent jusqu'en France et jusque dans les salles françaises, il y en a quand même de plus en plus, j'ai l'impression, non? Oui, en fait, c'est que oui, il y a on va dire une démocratisation, du grand public. C'est un peu comme, pour rebondir sur, tout à l'heure avec les histoires, migratoires, c'est qu'il y avait des films de niche comme, Nos voisins où ça parlait justement des conditions de vie, des ouvriers immigrés en France en 1968. Mais c'est des courts moyens métrages au final qui ne sont même pas sortis en salle, qui se passent un peu sous le manteau si tu veux. Enfin, il faut Mmh. vraiment être, enfin faire des recherches sur ces films-là, enfin dans notre domaine de recherche historique pour Mmh les mh. connaître. Alors que justement cette démocratisation en salle est importante et oui pour, reprendre sur l'Iran, c'est que c'est bien de voir de plus en plus de ces films-là et qu'ils aient un de plus en plus un écho. Après c'est vrai que cet écho-là pour le coup il est pas inédit, c'est que depuis la révolution islamique en 1979, on a quand même eu des très grands réalisateurs comme Kiarostami, comme, Farhadi, qui, où leurs films ont quand même fait écho. Il y a La séparation de Farhadi où justement ça parle du divorce et du divorce en Iran, c'est voilà, c'est quelque chose quand même qui n'est pas anodin. Enfin, on divorce pas en Iran comme on divorce en France. Pour ça, je pense que Mmh. j'apprends ça à personne et sauf que bah, c'est des réalisateurs qui, une fois leur film tourné, doivent fuir Le pays. le pays bien souvent. Kiarostami, lui, il va parler, de la dépression, du suicide. C'est des choses qui sont complètement, enfin, c'est un péché, dans une république Ouais. islamique, le suicide est quelque chose de complètement Immoral. impensable, Mmh. immorable et ça aussi, c'est des choses, des thématiques très fortes. En début d'année aussi, il y a Les Chroniques de Téhéran qui est sorti, Heu et qui est sorti, justement en salle en France. Il a eu un peu moins d'écho que les 2 autres films dont tu as parlé, mais c'est intéressant parce que ça parle en fait du système judiciaire, de sa lenteur et des différences de traitement en fonction du profil, des personnes qui vont porter plainte et on voit justement encore une fois que les femmes sont beaucoup moins écoutées que les hommes en Mmh. Iran et que même, bah, les hommes, leur parole est constamment mise en doute aussi. Enfin, toute personne en Iran dans les, comment dire? Comment les réalisateurs les présentent, c'est que toute personne est un potentiel suspect, si tu veux. Tu vas porter plainte, mais c'est toi qui vas être, directement incriminé, «Pourquoi tu fais ça?» On va directement voir, ton profil, voir, d'où tu viens, pourquoi tu es là et voilà, une menace constante est sur toi, en fait, dans ce pays et c'est ce qui est retranscrit par les réalisateurs, à l'unanimité, en tout cas dans les films que nous on voit, en Europe. En Europe, on a parlé enfin du prisme de l'Europe, on a parlé de l'Iran aussi et comment, les problèmes et les drames sociaux, et l'évolution un peu de cette société iranienne est, montrée et représentée et critiquée par, des réalisateurs de ce pays. On va poursuivre en Asie, désormais avec des drames sociaux, familiaux, notamment mis par un réalisateur que nous 2 on chérit assez, un Oui, réalisateur pour le coup, contemporain qui est Koreeda.
qui était membre du jury du dernier festival de Cannes, qui a eu, une fois la Palme d'or, qui l'année dernière avait eu le prix du scénario pour, L'innocence ou Monster, dans son titre original. C'est un réalisateur, quelle est la patte un peu du réalisateur? Même si nous on en a parlé sur les réseaux sociaux de la bulle, mais toi là qui, vient de se faire, un bon gros morceau de sa filmographie, quelle est un peu sa patte et comment on peut voilà, le reconnaître en fait? Bah, moi, c'est que, voilà, j'ai l'expression de l'appeler le Bourdieu japonais, en fait. C'est que, pour moi, c'est non, mais je trouve que, sociologiquement parlant, ces films sont quand même incroyables. Il arrive toujours à se renouveler parce que lui, donc c'est toujours sur le prisme de la famille La et famille, ouais. voilà, donc en fait, alors il a donc peut-être qu'il a vécu une vie, horrible pour réussir à nous sortir de tels films. Enfin, c'est ce qu'on se disait, avec ma copine, c'est qu'on se dit: «Mais pour être aussi juste sur des sujets familiaux aussi durs et aussi divers, c'est que il a dû vivre des choses, quand même assez compliquées» et heu et en fait, c'est ça qui est très intéressant, et c'est ce que je te disais en off, c'est que le Japon, ça a toujours été une société, ultra conservatrice Mmh mh. et paradoxalement, les réalisateurs depuis les années 20, les années 30, que ça soit des, Narus, que ça soit des Mizoguchi, que ce soit des Ozu, ils ont constamment, parlé de la famille, et parlé de sujets qui fâchent, des geishas, par exemple, c'est, Mizoguchi qui en parle, énormément. Il parle beaucoup du traitement des geishas, de la prostitution, et alors que c'est quelque chose qui est ancré dans la société japonaise Mmh. depuis oui, bah, oui, des centaines d'années, hein, lui en parle et il dénonce ça et en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le cinéma japonais a toujours, dénoncé les mœurs et la société a toujours resté, très conservatrice, politiquement. Donc il y a Mmh vraiment mh. ce paradoxe-là. Donc socialement, ça déplace pas des montagnes. Le cinéma de Koreeda et le cinéma qui met en scène des les drames sociaux ou en tout cas des histoires qu'on aimerait que voilà, on sensibilise plus, qu'on aimerait en fait, est-ce que là, pour un peu, faire, une synthèse de tout ça, il y a une volonté des réalisateurs de dénoncer, même de changer, des aspects de leur société, dans leur pays et tout, mais finalement, la société évolue pas tant que ça, donc en fait, quelle est la portée de ces films? Est-ce que c'est des films qui en fait, vont être vite oubliés? Est-ce que c'est des films qui vont marquer l'histoire de leur pays ou l'histoire juste d'un art et qui, en fait, vont rester à la portée de ceux qui aiment le cinéma de genre et qui, voilà, on parle pas de blockbuster. Peut-être que les gens qui vont trois fois au cinéma dans l'année vont forcément passer à côté de ces films-là et ne les verront peut-être pas non plus sur les plateformes. Donc, en fait, est-ce que ces drames sociaux qu'on met en scène, ces histoires sociales que un réalisateur ont pour, ambition peut-être de porter et de mettre sur la table, à des endroits où elles ont plus de portée, où elles pourraient, même changer des choses. Toi, comment tu vois la chose un peu de ce point de vue-là? Par rapport à la réception de ces films-là? Ouais, par rapport à la réception et surtout, est-ce que en fait, c'est des discours qui, sont inscrits, voilà, dans une époque, et qui, en fait, n'en sortiront pas parce que est-ce qu'il y a des films même, alors c'est peut-être une question piège parce que je t'ai pas demandé de préparer la question, mais est-ce qu'il y a des films qui ont permis à la société d'évoluer, de changer un certain regard et qui ont peut-être poussé à adopter de nouvelles lois et cetera? Alors, concernant les lois, ça, je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas, il y a toujours, en fait, ce clivage-là dans ces films quand pour, dénoncer justement certaines pratiques, toujours le clivage entre tradition et modernité. Il y a toujours, on respecte les traditions. Mmh Enfin, mh. je veux dire, il y a pas beaucoup de films japonais, à part dans la nouvelle vague, où on est vraiment là pour, complètement, démonter les codes Mmh. et repartir à zéro. C'est il y a toujours, justement, tu le vois dans les films de Koreeda, c'est qu'il y a toujours la figure, de la grand-mère, du grand-père, où eux, ils sont dans une certaine époque et les jeunes dans une nouvelle époque. Donc il y a toujours, en fait, Ouais, cette progression-là de, voilà, il y a les mœurs des anciens, nos mœurs à nous et en fait, chaque génération, repart des mœurs des anciens, des mœurs à nous, des mœurs des anciens, des mœurs à nous. Donc il y a cette progression-là comme ça. Donc pour moi, il y a quand même une évolution parce qu'au final, en fait, on se rattache toujours, à la génération des grands-parents, donc ceux des années 30 vont se rattacher, voilà, bah, ceux de génération de 1870, des années 70, de 1930 et ainsi de suite. Et Koreeda justement, bah, lui, il va parler des mœurs, des personnes, nées dans les années, 50-60 et la différence avec, ceux nés dans les années,
90-2000. Donc pour moi, il y a quand même cette évolution de ce point de vue-là. Et par contre, sur la société japonaise, oui, bah, elle évolue quand même, mais comme je te disais, ça reste justement, paradoxalement, une société quand même qui est quand même très, très Mmh. conservatrice sur plein Le de le sujets. le le public réceptionne mieux, enfin, en tout cas, plus largement, les films qui parlent de drames sociaux, mais qui sont datés, enfin, en mode, les hommages un peu, genre quand on a vu, récemment, alors c'est souvent à travers le prisme de biopic, mais Simone Veil, le film d'il y a 2 ans qui avait fait du bruit, qui avait bien marché en salle aussi. Parce que voilà, on va parler de pas une histoire sociale, en fait, une évolution sociale. Les films sur la Seconde Guerre, les films sur, les nazis notamment et tout. Une fois qu'on a le recul nécessaire et que ça a été daté, est-ce que des films qui en parlent avec, une rétrospective sont des films qui touchent plus? Lee Miller, là, récemment sur, la Seconde Guerre mondiale, Mmh. également. Là, on est sur des films qui en parlent au présent, en fait, qui essayent de changer dans l'immédiateté les choses. Peut-être que voilà, on sera peut-être pas de ce monde, nous, quand l'Iran aura changé, ses, ses conditions et ses lois sur les droits de l'homme et de la femme. Mais peut-être qu'il y aura des films qui, une fois que ça se sera adopté, 40 ans, 50 ans, c'est les films sur, l'histoire des femmes en Iran feront plus de bruit que là, maintenant, où ils sont, bah, tus sûrement par une partie du monde, et de l'autre où ça reste des films de niche, de genre qui, ne sont pas dans les grandes sélections officielles des festivals, mais plutôt dans les petits, dans les petites sélections. Que là, tu vois, tu voulais aborder une dernière thématique, c'est, depuis, en fait, post 89, de l'Union soviétique, il y a eu en fait assez immédiatement en fait des films qui ont porté et qui ont libéré un peu le discours là-dessus. C'est des films qui pour toi, voilà, ont été faits, avec une, comment dire? Une intention en fait quasi immédiate de raconter ce qui s'est passé, et maintenant qu'on a le droit à la parole, on peut immédiatement faire des films dessus pour raconter les histoires qu'on a vécues ces dernières années? Ouais, exactement. C'est que en fait, d'une part, il y a les films qui étaient censurés pendant, d au sein des régimes communistes, donc Oui. qui étaient au placard et une fois 89 sont sortis. Donc il y avait des films, typiquement, des années, 70, début 80 qui sont sortis. Donc du coup, il y avait vraiment, on va dire, le point de vue en direct Mmh. sur l'événement. Et après, comme tu l'as très bien dit, c'est que post 89, il y a beaucoup de cinéastes, par exemple en Roumanie avec, Lucian Pantiller, où lui, directement, il s'est dit: «Dès que le Ceausescu, tombe, je vais faire un film sur ces sujets-là précisément», tu vois? Mmh Et mh. donc c'était, bah, il a fait un film justement qui a repris une nouvelle, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il va parler justement du clivage entre les vieilles générations, pro-communistes avec, les jeunesses qui, elles, se posaient des questions. Justement la question du traitement, des femmes avec, le viol, il y a justement avec, la politique, les enfants, l'éducation, le traitement des personnes malades et ça, c'est des choses qui sont absolument impensables, Mmh. dans une dictature. C'est qu'on ne peut pas remettre en question, l'État, heu, dans sa manière d'éduquer, dans sa manière de soigner et dans sa manière de considérer les gens et justement, c'est pour ça que beaucoup de personnes, du cinéma, des réalisateurs notamment, sont revenus dans leur pays d'origine parce que, par exemple, Lucien Pantiller, lui, était parti de Roumanie, n'était plus le bienvenu, que ça soit en Tchécoslovaquie, c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont partis et en fait, ils sont revenus au pays pour, dire: «Voilà ce qui s'est passé dans le régime, pourquoi moi je suis parti, pourquoi j'ai dû être contraint» et parler justement des problématiques actuelles et donc de toucher ces générations, les nouvelles générations qui, elles, n'auront pas forcément connu, l'avant 89 et leur faire comprendre justement ce qui se passait et évoluer avec les gens qui ont connu l'avant 89 pour préparer justement cet après 89. On publiera, une liste de films qui traitent un peu de ces drames sociaux. On mettra du coup, les références des films qu'on a traités, et peut-être, en ajoutant quelques films qui nous semblent importants, que vous voyez si jamais les drames sociaux dans le monde, et des films qu'on a le sentiment qu'ils ont une volonté de, mettre ça en avant, des fois de, juste par, volonté de sensibilisation, et des fois avec, une volonté, une ambition politique et un message politique plus assumé. Hem,
On a aussi besoin et on aimerait aussi avoir beaucoup vos retours, concernant, voilà, ce genre d'émission un peu plus sérieuse, mais avec un sujet de fond qui, part voilà, de cinéma contemporain, voire actuel et en salle et qui nous amène sur des thématiques, qui sont en fait, traitées depuis, des années et des dizaines d'années dans le cinéma et en fait, comme ça, on peut faire une rétrospective avec Hugo. Dites-nous, si ça vous plaît, si voilà, vous voudriez qu'on alterne avec plus du contenu, plus léger, mais avec une émission un peu histoire comme ça chaque mois. En tout cas, merci à toi, Hugo, pour cet échange et cette émission. On va te retrouver tout au long de l'année, alors peut-être pas toutes les 2 semaines, mais en tout cas, voilà, dès que nos calendriers seront en commun et nous permettront de Ouais. créer et de faire une émission ensemble. Mais un grand merci à toi pour cette émission. Bah, merci beaucoup à toi aussi. Bah, j'espère, justement, oui, que les gens, vont être sensibles à ce format-là et évidemment, s'ils ont besoin d'éclaircissements sur des choses pour eux qui n'ont pas semblé claires, si on n'est pas allé Oui, assez loin sur certaines choses ou quoi, moi, pas de souci, je veux dire, je suis prêt à prendre le temps de répondre, bah, et sur quoi on peut te contacter? C'est sur, Twitter plutôt? non, sur Instagram, ce que je ferai, c'est que je donnerai mon Instagram, voilà, et tu mettras en bio et comme ça, s'il y a des questions à me poser, ils peuvent m'envoyer un message privé, sans souci ou tout simplement, sous les commentaires du post en question, Ouais. si tu fais un post, on peut faire comme ça. Voilà, la vidéo sera disponible comme d'habitude sur, la chaîne, YouTube, en Bon, bah, sur podcast YouTube aussi. alors. Donc voilà. Un grand merci à vous tous de nous suivre, aussi nombreux et de plus en plus nombreux. On se retrouve, dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Bulle Podcast. Ciao! Ciao.